Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Bienvenue à cette émission consacrée à la qualité et à la sécurité dans la construction, une émission de l'Association sénégalaise de normalisation. Et nous avons le plaisir de recevoir ce soir M. Mbacké Niang, qui est le président du comité technique efficacité énergétique. Bonsoir, M. Niang. Bonsoir madame, merci. À côté de lui, nous avons M. Niokhobaye Diouf, qui est de la direction de la construction. Bonsoir M. Diouf. Je vous retourne le bonsoir et je vous remercie de m'avoir invité. Tout juste à côté de vous, nous avons M. Bruno Derneville de l'ACIAS. M. Derneville, bienvenue chez nous. Bonsoir Aurélie et bonsoir à l'ensemble de vos téléspectateurs. D'accord. Et tout juste à ma droite, nous avons le professeur Pape Goumbalo. Le professeur Pape Goumbalo est le directeur général du CEREC. Bonsoir Monsieur Lo. Bonsoir Madame Thiam. Et tout juste à côté, nous avons Monsieur Momar Ndao de l'ASCOSEN, l'Association sénégalaise des consommateurs. Bonsoir Monsieur Ndao. Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous mes amis et meilleurs vœux à tout le monde. Merci. Et enfin, nous aurons le directeur général de l'ASN, M. Barama Sarr. Monsieur Sarr, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Aurélie. Mes meilleurs vœux à tout le monde. Merci à vous pareillement. Donc, durant 26 minutes, nous allons débattre de cette importante question qui est celle de la qualité et de la sécurité dans la construction. Nous allons commencer par Monsieur Niang. Aujourd'hui, quel doit être le rôle des architectes dans la sécurité et dans la qualité pour la construction par rapport au respect des normes aujourd'hui, Monsieur Niang? Je vous remercie d'abord au nom des architectes du Sénégal que je représente au niveau donc de l'association de normalisation. En même temps, je travaille dans le sous-comité efficacité énergétique qui a été créé depuis 1996 jusqu'en 2001 et on est reparti jusqu'à cette année. Et les architectes, le rôle, c'est d'abord une maîtrise du cycle de vie du bâtiment. Un bâtiment a une vie. Il commence par une programmation à partir d'un besoin d'un citoyen. Cet citoyen dispose d'un financement, d'un terrain et d'un programme. Et l'architecte devrait répondre à ces trois éléments pour traduire ce besoin en espace construit avec des matériaux. Une fois construit, ce bâtiment doit répondre à des critères de confort, de sécurité et de bien-être pour les personnes et leurs familles. Et pour le voisinage. Parce qu'en fait, on dit architecture, mais il y a aussi urbanisme. Et l'urbanisme, c'est la relation entre les maisons, entre elles, les maisons avec la clôture et les maisons avec la rue. Et tout ceci fait la cité. Le cadre de vie. Le cadre de vie. Et voilà un peu les échelles. Et la normalisation maintenant va s'occuper de tout ce processus, de la conception à la réalisation et à l'exploitation du bâtiment. Et à sa maintenance. Vous voyez bien que le cycle de vie, c'est comme une personne qui vit, qui naît et qui meurt. Le bâtiment, c'est pareil. Il a un cycle de vie et c'est tout ce processus-là qu'il faut gérer avec l'ensemble des compétences et des parties prenantes. Voilà un peu les enjeux de la qualité et de la sécurité dans le bâtiment. Mais aujourd'hui, il y a des normes qui sont élaborées dans le domaine de l'efficacité énergétique par rapport à la construction pour lutter contre le rejet des gaz à effet de serre ainsi que la consommation énergétique. Est-ce qu'aujourd'hui, ces normes sont prises en compte et sont prises en charge dans le travail que vous êtes en train de faire dans vos études? Très bien. Alors, ceci a été l'initiative de l'ASN pour normaliser presque une quarantaine de normes. Mais ces quarantaine de normes-là concernent d'abord les questions de l'environnement, qui sont les émissions des gaz à effet de serre. Ces émissions, il faut les quantifier à partir de la consommation de l'énergie. Les normes concernent aussi le bâtiment. Ce qu'on appelle communément l'enveloppe. C'est-à-dire qu'un bâtiment a une forme, il a des murs, il a un toit, etc. Et dans ce bâtiment, il y a ce qu'on appelle des équipements. Ces équipements d'éclairage, de climatisation et d'eau chaude sanitaire, etc. Et une fois que nous avons tous ces éléments-là, les normaliser, c'est de se mettre d'accord, d'abord pour leur description et leur mise en œuvre et leur entretien. Les architectes, donc, c'est comme la médecine. Un médecin prescrit des ordonnances à la pharmacie, les architectes prescrivent des matériaux à l'industrie. Donc ces normes-là, justement, accompagnent cette prescription pour que chacun puisse savoir comment on les met en œuvre et comment on les entretient. Voilà. Donc ça a été élaboré. Maintenant, il faudrait que ce soit une application obligatoire dans une réglementation.
Par définition, une norme est d'application volontaire. Elle existe, donc chacun d'entre nous, puisqu'elle existe homologuée, chaque Sénégalais citoyen doit pouvoir les utiliser. Mais pour les imposer, c'est l'État qui doit pouvoir l'imposer. Mais aujourd'hui, elle existe, donc elle est volontaire. Et justement, l'ASN fait de la promotion pour que les gens les connaissent et pour les utiliser. Justement, nous nous tournons vers le directeur général de l'ASN, M. Sarr. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous faire l'état des lieux de la normalisation dans ce secteur? Quelle est la situation aujourd'hui au Sénégal? Merci, Ouai. Au niveau de la normalisation dans le secteur du bâtiment génie civil travaux publics, nous avons à l'heure actuelle 94 normes sénégalaises qui ont été élaborées par un comité technique qui rassemble l'ensemble des parties prenantes. Administration, fabricants de matériaux, laboratoires, associations de consommateurs, bureaux de contrôle. Et ces normes se répartissent comme suit. Il y en a 16 pour les dessins d'architecture bâtiment génie civil, parce que les dessins techniques sont normalisés. Il y en a 41 sur les matériaux et produits de construction, principalement le ciment et le fer à béton, qui sont des matériaux très importants dans la construction des bâtiments. Et 31 sur l'efficacité énergétique dans le bâtiment, proprement dit, des normes qui ont été adoptées, dont le vice-président ce dont M. Niang vient de parler tout à l'heure. Et 6 sur les techniques et règles de construction. Sur les techniques et règles de construction, on a normalisé même l'accessibilité des handicapés sur les bâtiments. Donc les techniques de construction pour permettre aux handicapés d'accéder donc sur les bâtiments. Ce n'est pas toujours pris en compte dans la construction de certains ouvrages. Mais pour le moment, rien n'est obligatoire. C'est juste des suggestions, des recommandations. Les dans la réglementation. Voilà. Maintenant, nous avons un représentant du bureau de contrôle, M. Derneville. Depuis quelques années, c'est une réalité qui est là. On assiste à des effondrements multiples de bâtiments dans notre pays. Pour vous, en tant que spécialiste, à quoi cela est-il dû concrètement? Je voudrais d'abord vous remercier et remercier l'ASN d'avoir bien voulu inviter notre association, l'Association des bureaux de contrôle et d'inspection agréés du Sénégal. C'est une association qui a été suscitée, on va dire, par l'autorité administrative, l'autorité de tutelle, qui est la direction de la construction. Elle a aujourd'hui 10 ans. Elle a eu à donc, faire d'ailleurs un événement assez important ces derniers temps, au mois de novembre. Nous avons constaté effectivement depuis de nombreuses années une série d'effondrements dus à des facteurs multiples, ainsi que des incendies d'ailleurs qui ont été, dans certains cas, assez meurtriers. Les raisons qui peuvent être invoquées peuvent être classifiées, on va dire, en 7 grandes catégories. D'abord, le problème de la qualification des entreprises. Il y a quelques années, l'État a mis en place un système de classification et de qualification des entreprises pour lutter contre ce problème qui est l'utilisation intempestive sur les bâtiments d'établissements qui ne réunissent pas l'ensemble des critères qui permettent de considérer qu'on est en face d'un constructeur. Alors, je pense qu'à un cas, ça a pu donner des résultats. Malheureusement, dans l'informel, on trouve encore beaucoup de personnes qui font travailler des sociétés qui ne sont même pas des sociétés, d'ailleurs, des simples groupes d'ouvriers et qui se croient qualifiés pour pouvoir construire. J'aimerais indiquer qu'un bâtiment d'un simple niveau peut être extrêmement meurtrier s'il est mal construit, parce que les dalles qui tombent sur des têtes peuvent quand même tuer des adultes, à plus forte raison des enfants. Le deuxième point qui peut être invoqué, c'est un problème d'absence des acteurs principaux de la construction, et notamment l'absence de maîtrise d'œuvre et de contrôle. C'est le cas lorsque notamment on a des constructeurs, des maîtres d'ouvrage, propriétaires qui appellent simplement un entrepreneur et qui lui demandent de tout faire, y compris le dessin du bâtiment. Troisièmement, il y a un problème qui peut survenir lorsqu'il y a des changements de destination. Un bâtiment peut être construit pour de l'habitation, et dans ce cas, il y a des charges qui sont calculées en conséquence, par rapport à cela, et qui sont souvent parmi les charges les plus faibles qui peuvent arriver à un bâtiment. Et malheureusement, entre-temps, le maître d'ouvrage, ou en tout cas l'exploitant, décide de transformer le bâtiment et d'y mettre des éléments de stockage ou des choses comme ça, ou d'autres activités qui donc alourdissent le bâtiment. D'autres problèmes peuvent survenir du fait donc, de modifications de charges permanentes aussi.
Vous savez, un bâtiment est calculé sur la base de valeurs, de densité, de charge, je dirais de calcul normé, hein, pour permettre de savoir le poids qui arrive sur chaque structure et pour permettre de s'assurer que quel que soit l'usage, en tout cas qui va dans le sens qui est défini à l'avance, eh bien, le bâtiment va rester en place. Malheureusement, ce qui se passe, c'est par exemple, un maître d'ouvrage peut décider que subitement, au lieu de mettre des carreaux simples, il va mettre par exemple du marbre. Vous savez que dans ces cas-là, les charges sont très différentes entre le poids du marbre et le poids d'un carrelage simple. Le produit utilisé est très important. Exactement. Je crois que même l'UMOA a mis en place des réglementations par rapport au fer, au béton qui doivent être utilisés par rapport à cela. Tout à fait. Alors, lorsqu'on y ajoute des revêtements de façade qui peuvent être lourds, des revêtements qui étaient supposés être peut-être en enduit, on le transforme en carrelage, voire même en marbre. Tout cela, c'est des éléments qui viennent alourdir le bâtiment. Lorsque ce n'est pas prévu par les calculs, ça peut poser des problèmes. Un des points importants également, c'est le cas de la vétusté des bâtiments. Lorsqu'on va du côté de Parcelles Assainies et des quartiers de ce genre, nous avons des constructions qui ont vieilli très vite parfois parce qu'on a utilisé du sable qui n'est pas un sable adapté. C'est un sable qui va être salin et qui va avoir tendance à rouiller plus rapidement les aciers. Et on peut avoir aussi des cas où c'est une vétusté normale. Un bâtiment qui a 30 ans, 35 ans d'âge, c'est normal qu'il y ait des fers qui sautent. C'est normal que parfois il y ait des éléments qui se dégradent. C'est donc au propriétaire de prendre des dispositions pour faire la mise à niveau. Il y a le cas des armatures, des fers à béton. Hier seulement, on était en train d'en parler au niveau de la direction du commerce intérieur. Il y a de sérieux problèmes de normalisation dans ce sens. L'utilisation de fer à béton non homologué, non normalisé, pose un problème pour les concepteurs, pour les calculateurs et pour les contrôleurs sur le site, puisque évidemment, malheureusement, à la source, on n'a aucun moyen de contrôle qui nous permette de savoir que ces fers sont, je dirais, rentrent dans les cordes. Et donc, les calculs peuvent être très différents de ce qui se passe dans la réalité. Et enfin, plus rarement, ce qui peut se passer, c'est des problèmes d'inadéquation entre les bâtiments et les sols ou les sous-sols, en tout cas le sol sur lequel on fonde ce bâtiment. Je pense que tout à l'heure, peut-être monsieur le professeur Lo pourra en parler, mais on a des sites, notamment dans la région de Dakar et peut-être dans d'autres zones, mais dans la région de Dakar, ces sites sont très bien connus. C'est des sites où on peut trouver des argiles gonflantes et je peux vous garantir que les problèmes qu'on peut rencontrer dans ce genre de sites sont très graves lorsqu'on n'a pas pris en compte toutes les dispositions, notamment par l'utilisation des professionnels de la géotechnique. Justement, avant d'interpeller M. Lo par rapport à cette problématique des sols, selon vous, aujourd'hui, quelle serait la solution? Parce qu'on voit apparemment que les gens ne sollicitent pas suffisamment les bureaux d'études pour pouvoir parer à de telles éventualités. Bon, il y a le cas des constructions qui sont du ressort de l'administration publique. Dans ce cas-là, c'est des appels d'offres, des marchés publics. Tout est dans les normes. Voilà, hein, tous les acteurs sont présents. On arrive à travailler dans des conditions relativement correctes. Maintenant, le problème qui se pose le plus souvent, et c'est le cas le plus général, c'est le cas des privés qui construisent. Et qui parfois construisent en y mettant de gros moyens, mais malheureusement en utilisant des formules qui ne sont pas forcément très sécurisantes. Comment sensibiliser maintenant ces citoyens-là? Nous, au niveau de la SIAS, nous avons proposé plusieurs formules, dont l'obligation, mais ça je pense que même du point de vue du code de l'urbanisme, c'est une obligation déjà, c'est qu'on n'applique pas les textes, obligation de mettre en place des panneaux de chantier normalisés avec l'indication de l'ensemble des acteurs qui interviennent. Déjà, si on arrive à faire cela, ainsi que la précision sur le type d'ouvrage, le nombre de niveaux, etc., lorsqu'on a cela, tout passant peut se rendre compte si effectivement les acteurs sont présents ou s'il y a eu des modifications entre ce qui était prévu dans
le permis de construire et ce qui est en cours de réalisation. Et à ce moment-là, il est fortement conseillé aux personnes, aux citoyens, mais de faire de la délation, parce que là, il y va de la sécurité de gens qui vivent dans ces bâtiments. Je voudrais également en profiter de l'occasion pour rappeler que l'État doit tout faire pour remettre en place la ligne téléphonique gratuite qui permet aux uns et aux autres d'appeler lorsqu'il y a donc constat de dérive ici ou là. Voilà, donc voilà, professeur Pape Goumbalo, il vient d'en parler par rapport à cette qualité des matériaux, qualité du sol. Est-ce qu'aujourd'hui le CEREC, vos laboratoires sont interpellés, souvent sollicités par rapport à ces problématiques-là? Effectivement, merci madame. Le CEREC, qui est le laboratoire national des travaux et du bâtiment, est sollicité, mais pas par tous. L'État, en général, dans le cadre de la mise en œuvre des grands projets de l'État, le CEREC, il est sollicité. Mais la plupart du temps, les privés ne savent pas que n'importe quel sol ne prend pas n'importe quel bâtiment. Il faut voir, il faut commencer d'abord par la nature. Vous voyez que n'importe quel arbre ne pousse pas sur n'importe quel sol. Justement, c'est vrai. N'importe quel arbre ne pousse pas sur n'importe quel sol parce que le sol répond à des normes, à des critères. Les arbres, quand ils poussent sur un sol qui est gonflant, il y a une sorte de racines bien particulière. Donc les fondations même qu'on utilise pour les sols gonflants doivent être différentes des fondations pour les autres sols. Quand c'est un sol qui est meuble comme sur le sol de sable dur, on voit nettement que les arbres développent un peu ce qu'on appelle les racines adventices qui permettent de retenir le sol. Donc il faudrait que ce truc naturel-là, cette observation naturelle puisse servir même aux architectes. Et les ingénieurs le connaissent très bien. Mais ici, on pense que on prend n'importe quel bâtiment, on peut le mettre sur n'importe quel sol. On peut l'installer n'importe où. Je vois même des collègues qui viennent d'Europe, qui amènent une architecture bien précise qui est valable au Canada ou ailleurs, et qui disent, bon, je vais mettre ça à Diamniadio ou à Kopentoum ou ailleurs, parce que tout simplement, à ma maison, je veux que ça. Il faut que les gens sachent d'abord que le premier élément de qualité, de sécurité, c'est le sol. Le sol, quand il est bien connu, on peut mettre des fondations adaptées, viennent après les matériaux. Parce que là aussi,